la négociation, de l'efficacité de la communication, la réussite d'une délégation et la gestion de conflits. Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'on a parlé d'une technicité purement technique? Donc on parle d'expertise en Java, expertise en cybersécurité. On est dans le secteur IT. Je parle du secteur IT, mais qui est généralisable. Alors c'est quoi la différence entre un manager, chef de projet et un expert technique? Qu'est-ce qui fait la différence entre ça? Qu'est-ce qui fait? Répartition des tâches. Répartition des tâches. D'accord. Il y a la répartition des tâches. Les responsabilités. Les responsabilités. Par exemple, sur le dérapage, Je parle dans le secteur IT. D'accord, oui. le redérapage est manager le chef de projet près de C'est-à-dire, si vous pouvez expliquer. Un exemple, il y a plusieurs. J'ai pris les trois, je dirais, quatre majeurs dans le secteur IT. On trouve le manager, on trouve le chef de projet et on trouve un expert technique. C'est technique. D'accord. Donc, s'il y a une différence entre les trois, c'est par rapport à quoi exactement? On peut parler de nombre d'années d'expérience. Si on prend le même nombre d'années d'expérience, d'accord? Juste à petite chose, on est en train de cogiter, parce qu'on a toutes les informations nécessaires, par rapport au fait s'il y a une prédominance entre soft skills ou hard skills. Donc, si vous souhaitez, je peux me présenter rapidement, puisque le nombre je vais devenir. Donc, voilà, c'est vous, je suis psychologue de travail, experte en recrutement IT également, et voilà, experte en développement RH aussi, marque employeur. Et la formation, le bien-être psychologique du personnel, enfin, tout le service RH, développement, c'est pas l'administratif, c'est pas mal. Donc là, on était en train de faire un petit zoom par rapport aux skills. Est-ce que c'est les soft skills ou les hard skills? Et pourquoi? On a pris je dirais, les trois postes, les quatre, dans le secteur IT. C'est le manager qui dirige une équipe, qui met en place des objectifs stratégiques, qui met en place aussi des objectifs SMART, qui sanctionnent, qui motivent, qui optimisent, qui développent les compétences. On a le chef de projet, là, qui gère le développement, les sprints, la méthodologie agile, les meetings, les meetings, etc. On a aussi celui qui gère la planification, il peut intervenir dans tout ce qui est gestion budgétaire, et gère aussi, c'est l'interface client, il peut être soit PO ou un chef de projet, les deux qui gèrent ça aussi, et là-bas aussi le cahier de charge, l'expert technique, c'est un référent technique. Sa mission principale, c'est de faire encadrer techniquement les collaborateurs. Personnellement, j'attends des exemples. Je peux citer un petit exemple pour en fait se rapprocher. Je prends bien sûr un enfant qui veut faire du football. Donc le manager, ce sont les parents. Dire le fils, les cadres, souvent, le chef de projet, c'est quelqu'un qui nous teste dans les cours de lycée. L'expert technique, c'est le coach sport. Oui, c'est le tableau qui est saillant. C'est exactement le même tableau, c'est ça. Est-ce que les compétences, ici, ce sont des compétences plutôt des compétences liées à des soft skills ou des compétences qui sont liées, enfin, des compétences plutôt techniques? Je dis un exemple, alors je suis fort en technologie, je ne sais pas, Java, technologie... Symfony, PHP, j'ai cette technologie. Est-ce que je peux être dans ça, dans ça et dans ça? Pourquoi? Et par quels moyens je peux être un manager ou chef de projet ou expert technique? C'est quoi? C'est son profil, sa personnalité,
ou c'est son expertise technique? C'est plutôt le profil? On verra. C'est ce qu'on fait en tant que... Alors, moi, j'attire votre attention quand même sur un phénomène. Recruter dans le secteur IT, c'est pas recruter dans d'autres secteurs. C'est entièrement différent. On ne parle pas du tout, de même façon, de la même démarche, de la même techniquement parlant, et bien, surtout pour la ressource humaine, ce qui me fait rire, moi, j'ai 20 ans d'expérience quand même. Alors, quand un recruteur il pose la question à un développeur ou autre dans le domaine IT, il dit parlez-moi de ce que vous savez faire en Java ou en Symfony. Alors, je lui dis au recruteur, mais c'est quoi les prolétaires? Ça fait question chez KOB. C'est son domaine à lui. On ne peut pas dire à un développeur, moi, RH, parlez-moi de ce que vous faites. Mais par contre, je peux dire quel est votre niveau. Comment estimer votre niveau de compétence? C'est débutant, junior, senior. Vous arrivez à résoudre les bugs, c'est ça, en tant que RH. C'est pour cette raison que je dis vraiment que c'est très très important de sensibiliser aussi il faut RH par rapport à la façon de passer des entretiens. C'est très important. Alors, surtout on est dedans, c'est comme on a dit. C'est un autre secteur. Moi, je suis fascinée par le secteur. Donc voilà, c'est la question. Souhaitez-vous qu'on se connaisse davantage un petit exercice qui prendra 10 minutes à peu près. Comme ça, chacun de vous il peut connaître son profil. On va pas partager ça, je garde ça confidentiel pour tout le monde. Chacun peut se positionner par rapport à un axe horizontal et un axe vertical. Il faut connaître son profil justement pour répondre à la question tout à l'heure, est-ce que je suis fait pour le management, pour la gestion de projet, ou également je suis fait en tant qu'un entrepreneur. Alors c'est un exercice qui est simple, juste j'essaie de discuter avec vous, merci pour votre confiance. Merci. Ça fait plaisir. Mais c'est pas grave, en tout cas, on n'a pas trop avancé, je peux refaire. C'était juste. Je peux refaire après pour ceux qui sont venus en. Non, c'est 17h. Alors, ce petit exercice, on va commencer par tracer une ligne horizontale. Il y a l'introversion et il y a l'extraversion d'un côté. Il y a un ensemble de questions. Alors, et vous essayez de faire 3 pour la partie où vous trouvez que vous vous trouvez dans cette partie ou dans l'autre partie. D'accord? Alors, si vous êtes dans l'introversion, c'est-à-dire que votre énergie est centrée sur vous, alors comme image, vous êtes centré sur vous, et la petite extraversion, c'est centré sur le monde extérieur. Alors quand on est centré sur soi-même, c'est que notre énergie est plutôt mentale, on est plutôt dans la réflexion, on préfère réfléchir et se centrer sur nos pensées. Vous réfléchissez en même temps, vous essayez de choisir où vous êtes
positionner plutôt. Alors, votre centre d'intérêt, c'est plutôt un centre qui est de profondeur. Vous avez tendance à réfléchir d'abord et par la suite, vous allez agir. Besoin d'être seul. Et quand vous parlez, vous demandez de l'énergie. Parler, pour vous, ça demande de l'énergie. Et mon énergie, je préfère la centrer sur moi-même pour mieux réfléchir et mieux agir. Ça, c'est l'introversion. Parfois, ce qui m'attire, je voyais des personnes qui me disent et puis moi, j'ai un défaut, je suis introvertie. Non, c'est faux, c'est pas un défaut, c'est un trait de personnalité qui a ses bénéfices encore. C'est fou, il n'y a pas ni de bon ni de mauvais profil. Il n'y a pas. Il y a un profil de personnalité. Alors, si on est plutôt dans l'extraversion, c'est-à-dire que toute notre énergie, elle est inspirée du monde extérieur, du monde physique. C'est-à-dire, moi, je préfère rester centrée sur moi-même, réfléchir. Je suis un concepteur, je suis un réalisateur, par exemple, et j'essaie de me centrer sur moi-même. Je bouquine, je vois ce qu'il y a. Mais par contre, si on est dans l'autre côté, quand j'ai besoin d'une information, je vais solliciter vous-même. Je vais vous dire, écoute, en fait, moi, je suis en train de réfléchir sur un point. Dites-moi, comment vous l'avez fait? Et je sollicite la dame, je sollicite le monsieur, je sollicite tout le monde. Oui, je m'inspire du monde extérieur. C'est ça. On peut être entre les deux. Oui. Bien sûr. Oui. Oui. Parfait. Oui. Il y a des profils qui sont à 100% dans ça et dans ça. Oui, ça existe. On ne sait pas après. On ne sait pas, on n'a pas avancé. Oui, on peut être. Mais il y a toujours une tendance vers. Je me trouve plutôt à l'aise dans les situations, par exemple, stressantes ou dans les situations complexes. Ça fait plaisir pour moi d'aller voir quelqu'un ou je préfère rester chez moi. Ça sera mieux pour moi. Il y a toujours une tendance. Il y a ces profils, tendance. Des profils à tendance de part et d'autre. La tendance, c'est-à-dire, il y a la balance. On peut être dans les deux, mais il y a la balance qui gagne un tout petit peu, qui pèse tout petit peu. Femme a une balance, si on réfléchit. Femme a une balance. D'accord? On peut être dans les deux, certainement. C'est exactement ça. Ça bascule plus. C'est pour cette raison, il y a des personnes fin de journée, ils rentrent du boulot fatigués, mais je ne parle pas de fatigue physique, je parle de fatigue mentale, à point qu'ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. Ils sont tellement épuisés, tellement fatigués, parce qu'ils travaillent en mode adapté. Ils ne travaillent pas avec leur vraie personnalité. Et c'est ce qui fait les absentéismes, c'est ce qui fait les maladies psychosomatiques, c'est ce qui fait les gens peuvent démissionner et tout. Donc c'est le rôle principal, moi je dirais, des RH aussi. Donc, revenons. Donc quand on est extraverti, je préfère résoudre des problèmes avec des autres. Je suis tournée vers l'action et la discussion. J'aime toujours discuter. Parfois, quand vous rentrez dans une société, il y a un département, il y a les gens qui parlent tout le temps entre eux. Et d'autres, alors, on n'entend rien. C'est comme s'il n'y a personne. Donc, alors, le centre d'intérêt, il y a beaucoup de centres d'intérêt et les centres sont variés. Par contre, ici, on est tourné vers la réflexion et la pensée. Alors, s'il y a tendance à parler, agir et après réfléchir. Par comparaison aussi, tendance à réfléchir et par la suite agir et parler. C'est différent entre les deux. Alors ici, on a besoin du monde extérieur, peut avoir envie d'être seul, et ici aussi peut aimer être avec les autres. Mais quand on est dans un positionnement, alors soit que j'ai besoin d'être avec le monde extérieur, ou j'ai besoin d'être seul. Et en plus, ce trait de personnalité, ces traits de caractère, sont quand même avec le temps, peuvent être aussi changeables. Hein. Mais il y a une assise.
Là, quand on est dans l'extraversion, je demande... l'énergie pour l'extraversion, c'est pas quand je parle. Parce que de toute façon, moi, j'ai besoin de l'autre. Par contre, ici, non, j'ai pas besoin de parler. Pour moi, ça me fatigue de parler. Pour certaines personnes, pourquoi? Il y a aussi les profils commerciaux. Parce qu'ils aiment parler. Ben, aujourd'hui, secteur IT, on ne parle pas de commercial, on préfère mettre un PO, un MOA, mais pas commercial, parce que l'IT, ils ont une résistance par rapport à, bah oui, moi je représente la société SS2I, je suis commercial. Alors s'il va proposer ça pour d'autres secteurs, oui, ça peut passer, mais s'ils vont travailler ensemble, les IT n'aiment pas trop. Oui, généralement. Alors c'est bon, je passe? Mais alors, quel est votre mode de décision? Est-ce que vous êtes plutôt dans le rationnel ou vous êtes dans le relationnel? Alors, soit que vous avez besoin, quand on est dans le mode rationnel, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de prendre des distances. Là, c'est avec les autres que je peux prendre une décision. Soit que je prends en toute autonomie, seul, je réfléchis, et je pèse le pour et le contre, et par la suite, je peux prendre une décision. Là, non. Je suis avec les autres pour prise de décision. Le résultat est le même, là. C'est une prise de décision. Avec les autres ou seul, c'est une prise de décision que je vais la prendre. Mais il n'y a pas... D'accord. 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 Et votre préférence alors? Oui. Si vous avez tous les éléments possibles, est-ce que vous allez consulter? Vous allez faire dire et partager votre décision. Et il y a d'autres. D'accord. Il y a d'autres personnes qui sont dans « je ne prends pas la décision seule ». On prend la décision ensemble. Et chacun a son argument. Les HDB, ni ce type de personnalité est un bon profil, ni l'autre est un bon profil. Chacun a son mode de fonctionnement. Le résultat, j'insiste, est le même. Parce qu'on va prendre une décision après. On se suit? Ben, monsieur? يحب pas d'accord هذا يحب خير بالحق je cherche ça أكثر من حب أي mon profil يحب profil يحب Bah, c'est les moments difficiles où la vraie personnalité apparaît. On n'a pas le temps pour ça. C'est votre argument. Et c'est vrai ce que vous avez dit. Il n'y a pas le juste... Je suis d'accord dès le début. Je suis d'accord parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire. On est différents, on est des individus et chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de penser. Et l'intérêt dans tout ça, c'est pour dire que et si on partage les mêmes intérêts, si on partage la même personnalité, pourquoi on met en place des valeurs institutionnelles? C'est pour l'ADN, c'est pour faire fonctionner la société. Non pas on met des valeurs, c'est juste pour les communiquer par mode, pour dire voilà, ce sont des valeurs. On met des valeurs pour un réel partage. Soit que je suis, je dirais, dans l'approche participative ou que je suis dans l'approche directive. Et si vous faites travailler une société avec l'approche que vous avez déjà choisie et qui est adhérée et partagée par l'équipe, vous allez faire le bon. Croissance. Mais si vous allez travailler avec une équipe là qui est dans la participation et qui n'aime pas les ordres, ils vont vous faire juste
Ce que vous avez demandé, pas de réflexion. Mais ils vont vous faire croire qu'ils ont fait aussi leur travail. Parce que tout collaborateur, il a ce qu'on appelle une zone de liberté. Le collaborateur aussi, il a sa place. En tant que spécialiste, je suis psychologue de travail et je sais de quoi je parle. D'accord, je sais de quoi je parle, c'est dans le sens où, là où l'être humain, quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaye d'accompagner l'être humain, mais avant tout, là, on parle de profil de personnalité. C'est le plus important, c'est le thème. On est au secteur, et on est dans le secteur IT en plus. Je fais ma défuite, je fais ma turnover, c'est par rapport au profil aussi de personnalité, à part la situation économique. Enfin, bref, donc on essaie quand même de se positionner, et par la suite, vous aurez toutes les réponses possibles. Alors, le rationnel, il est dans l'analyse, il est dans le raisonnement, il est toujours à la recherche de la logique. Alors, le relationnel, il est empathique et aussi il est bienveillant. Il cherche des consensus. Est-ce que je suis à la recherche de logique ou je suis à la recherche d'un consensus? Est-ce que je suis dans des valeurs ou pour le rationnel, il privilégie le rationnel et après le relationnel. Il est dans quoi? Et la personne qui est dans le relationnel, elle est plutôt dans je suis plutôt dans le qui. Alors, de qui j'ai cette information? Ils sont centrés sur les autres. كان قالها لي صفتين صفتين ذكر يخمم بالكدا سي بليل قال لي اون انفورماسيون لعند شكون يقول له راك باش تخدم هكا شكون قال لك عليه قال لي سي بليل c'est monsieur Bilal qui m'a dit de travailler de cette façon. Elle va dire oui, prends-la, n'y pense même pas, d'accord. Et aussi, pour la personne relationnelle, elle est dans tout ce qui est relationnel, elle aime nouer des relationnels. Et pour le rationnel, il est plutôt dans tout ce qui est logique, la justice, il est dans ça. Est-ce qu'on est dans cette optique ou on est dans l'autre? Là, oui. D'accord. Alors, je dirais la compétence. D'accord. D'accord. Oui, si vous trouvez dans les deux, pas de souci. Hein. Pas de souci. Si vous trouvez dans les deux, pas de souci. Après, vous allez pouvoir vous positionner par rapport. Mais là, je vous demande quand même de réfléchir. Donc, alors, soit que vous êtes dans ça, vous êtes dans ça, vous êtes dans ça, vous êtes dans ça. Et après, pour raffiner, on va dire, je suis dans ça, ou dans ça, ou dans ça, ou dans ça. Alors, quelle perception de l'information avez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt dans la précision ou vous êtes dans la globalité? Vous avez besoin plus de détails ou vous êtes plutôt dans tout ce qui est globalité? Est-ce que vous avez besoin d'être toujours dans le détail des choses? Oui ou non? Ou vous êtes dans la globalité, le résultat derrière? D'accord. On va essayer quand même d'avancer. Alors, quel rapport avez-vous avec le temps? Est-ce que plutôt vous maîtrisez le temps ou vous vous adaptez par rapport au temps? Je suis quelqu'un, le temps, alors chaque seconde, chaque instant, tout est bien étudié, je vais faire ceci et cela. Ou bien, sinon, moi, je m'adapte pour toute situation et ça ne me dérange pas. Donc voilà, soit que je suis dans la maîtrise ou l'adaptation, ou la précision et la globalité. Alors, ce qui va nous donner ça. Chacun a sa façon de montrer vraiment les couleurs. Alors, si je suis dans, je dirais, la personnalité rouge, alors je suis quelqu'un de dominant, qui est directif, qui est rapide, qui est fonceur, qui est énergétique, qui est exigeant, qui est indépendant. Si je suis dans cette couleur,
Je suis dans la communication, je suis enthousiaste, je suis expansif, sociable, tonique. Si je suis dans la couleur bleue, je suis conforme, donc je suis précis, formel, réservé, prudent, réfléchi, analytique. Et si je suis dans la couleur verte, je suis attentionné, calme, coopérant, modeste, patient et fiable. Alors, par rapport à ce modèle, donc je ne sais pas si tout le monde connaît ce modèle. Alors, ça et ça, c'est rare. On peut être dominant et conforme. On peut être dominant et influent. Les diagonales, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Je suis directif, rapide, fonceur, énergétique. Et là, il y a le stable qui est conforme, qui dit oui et il ne peut pas dire non. Impossible. Le diagonale, ça ne marche pas. Mais il y a des personnes qui ont les 4 couleurs. C'est rare. Ben. Oui, je l'ai pigé. Hein. Je ne veux pas le dire, vous l'avez dit. Ok, parce que je respecte quand même l'intégrité de la personnalité, je respecte l'intégrité. Oui. Donc, oui, il y a des personnes qui sont vraiment... Oui, oui. Oui. Alors, les personnes généralement rouges, alors même au niveau de la posture, ils sont toujours dans l'avant. C'est comme ça, là. La posture des personnes rouges. Et d'ailleurs, quand on salue quelqu'un de rouge, voilà ce qu'il va faire. C'est moi qui domine. C'est comme ça. Il y a le verbal et le non-verbal. Faites attention. Alors, la personne... Ben oui, on parle des assises profondes de la personnalité. Le dominant, il domine à travers ses gestes, à travers sa parole, à travers son comportement, à travers sa prise de décision, à travers ses sorties, à travers ce qu'il fait. C'est un trait de personnalité. Être dominant, c'est un trait de personnalité. Faites attention, il n'y a pas uniquement en couleur. Hein. Je peux être dominant et jeune. Je suis communicative, je m'adapte rapidement, je fais face à des situations nouvelles. Je peux être dominant et aussi conforme. Le procès et procédures, on ne joue pas avec. Hein. Tu as fait ceci, tu mérites cela. Tu as une deadline, tu as dépassé ta deadline. Non, je suis désolée, tu n'auras pas de prime, par exemple. Ouais. Bien sûr. Voilà, merci. C'est exactement ça. Ben, c'est exactement ça. Toute personne, elle a ses complexes. Chaque couleur, tout le monde a ses complexes. Là, merci pour le dire, il y a des gens qui travaillent en mode adapté. Je veux être dominant. Ce n'est pas ma vraie personnalité. Quand je suis dans je veux être dominant, ça devient après très lourd pour la personne. La personne, elle va rentrer au bout la fin de journée. Alors, exactement. Quand on fait de l'effort pour ça fatigue. Et puis quand on rentre parfois chez nous, on n'a pas besoin de parler avec qui que ce soit. On devient un peu on n'aime pas trop de bruit. C'est pas par rapport à une situation de stress. On passe tous par des situations stressantes dans un milieu professionnel. On n'est pas bien. Et puis on peut faire ce qu'on appelle le mécanisme de déplacement. On a besoin que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et du coup, ça va avoir un impact sur ma famille, sur mon entourage, sur toute la sphère. Bref. Alors, on est dans le rationnel et la maîtrise. Donc on est dans ça. On est dans la globalité et l'extraversion. On peut être rouge ou jaune rouge, ou on peut être dans la précision et aussi dans la stabilité et la conformité dans cet axe. Donc on est différents et chacun, je suppose que vous arrivez plus ou moins avec l'exercice de vous positionner. Il n'y a pas ni bon, ni mauvais profil, ni la couleur meilleure que l'autre couleur, j'insiste. Vous comprenez tous l'arabe? Non? Ah, excusez-moi. Alors, excusez-moi, je m'excuse. Donc, je viens de dire qu'il n'y a pas une couleur meilleure qu'une autre. On peut être dans cet axe, on peut être dans cet axe, on peut être dans cet axe, mais la diagonale, c'est trop difficile quand même.
C'est trop difficile. Voilà. Alors, face aux peurs. Chacun a sa façon de réagir face aux peurs. Alors, quand on est rouge, on a peur de l'échec. On n'aime pas l'échec, ça nous fait peur. Quand on est jeune, alors le jeune, il est dans le relationnel, facilité de communiquer avec l'autre, sa façon même de s'asseoir, quoi que ce soit, il est toujours en position allongée. Le vert, il est toujours comme ça. Et le bleu, généralement, il n'aime pas le contact physique. Quand vous saluez une personne bleue, elle ne veut pas. Et la couleur verte, non, elle ne va pas, je ne sais pas, essayez de me saluer. Je fais comme ça. À peine. Je le fais. C'est la personne bleue. Oui. Vous essayez de le faire. Essayez de saluer vos collaborateurs. Vous allez détecter les différents profils. À moins que si quelqu'un, il y a un mal physique ou quoi que ce soit. Mais même la façon de regarder, même la façon de communiquer, l'intonation de la voix, eh ben, c'est notre rôle dans le recrutement de détecter les profils que vous aimez faire intégrer dans votre société. Qu'est-ce que vous cherchez techniquement et qu'est-ce que vous cherchez en tant que soft skills? Vous êtes qui? Moi, alors, quand j'ai une demande d'un client pour le recrutement en toute transparence, ben, je ne prends pas directement le besoin, je demande une visite chez mon client pour connaître qui est cette personne. Qu'est-ce qu'il cherche derrière le recrutement? Quel profil peut vraiment travailler et quel profil qui peut s'intégrer facilement et donner le plus dans une société? Parce que moi aussi, j'ai la casquette chef d'entreprise. Hein. J'ai besoin. Oui, donc pour moi aussi, c'est important d'intégrer dans ma société des personnes. Vraiment, j'ai fait des erreurs aussi. Je n'ai jamais fait, mais je l'ai fait dans mon entreprise. Et je le dis avec fierté. Hein. J'étais dans la précipitation. Allez, j'ai un besoin, je recrute. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a coûté cher, honnêtement. Pour quelques mois, ça m'a coûté. Ben oui. Oui, pourtant, j'ai jamais fait d'erreur. J'étais toujours sollicitée. Même toujours les références avec les sociétés Iqbal, j'ai toujours réalisé un bon recrutement. Pour moi, j'ai fait une erreur. J'étais dans la casquette chef d'entreprise parce que je viens de monter ma boîte depuis une année. Et du coup, quand j'ai recruté cette personne, c'était un virus que j'ai instauré. Et du coup, j'ai changé toute l'équipe. J'ai recruté un virus. Bah oui. Oui. J'ai changé toute l'équipe. C'est bon. Mais ça m'a coûté cher quand même. Bref. Alors, pour les peurs, donc le jaune, il a peur d'être exclu. Le bleu, il a peur des critiques. Alors, si par exemple, vous confiez un travail pour une personne, et la personne qui est bleue, elle le fait avec engagement et elle est dans le détail. Exactement. Et ce qui se passe derrière, n'aime pas les critiques, n'accepte pas. C'est dur. Exactement. Ouais. Exactement. La façon de critiquer, elle doit être constructive. Ils ont besoin de beaucoup de connaissances et de reconnaissance. Alors, pour le vert, bah, c'est bien simple. Vous dites pour une personne de couleur, de profil de personnalité vert, quand vous dites, voilà, aujourd'hui, on va changer l'outil de travail, il va dire, quand? Vous ne m'avez pas averti. Mais il fallait me dire. Déjà dit, il ose dire, parce que le profil vert, quand vous lui demandez une chose, il ne va pas dire sa façon de dire non, c'est toujours ok, je le fais. Il y a toujours un non avec le gestuel, mais jamais cette personne, elle dit, mais elle est perfectionniste, elle est empathique. Et toujours le vert, si vous avez rencontré le vert quand il parle. Alors, sous stress, alors le rouge, il devient autoritaire. C'est moi qui décide. Personne ne décide que moi. Pour
pour le jeune, il peut devenir agressif. Pour celui du bleu, des profils IT, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite. Il ne reste pas. Sinon, le vert, il devient encore soumis. Parce qu'il est dans la stabilité. Il cherche la stabilité, le profil vert. Alors, le système de motivation, il y a ceux qui ont la motivation cognitive, liée à la connaissance, liée au savoir. Genre, fi salle d'attente quand vous êtes chez un médecin. Alors, celui qui a le profil, qui a la motivation plutôt cognitive, donc il va essayer de voir, il fait comme ça. Alors, c'est quoi cette marque? Quand est-ce qu'elle a été livrée? Ils sont toujours dans ça. Et il y a ceux qui sont dans le côté esthétique, le positionnement, comment ils peuvent rester ou pas, mais le profil rouge, qui est dans la salle d'attente, rendez-vous, j'ai un rendez-vous, le profil rouge quand il est dans une salle d'attente chez un médecin, parce qu'il va dire, il va parler avec la secrétaire, lui dire, j'ai un rendez-vous à 14h, là il est 14h10, je ne peux pas attendre, je vais aller faire un petit café, vous m'appelez dès que mon tour arrive. Il y a des gens qui sont... Le rouge, oui. Le jaune, il va essayer de parler avec tout le monde. Ouais. Vous êtes là, pourquoi? Oui. Oh non, il va essayer de parler avec même la personne qui est juste à côté. Il va prendre son téléphone pour parler avec des personnes. Il va fouiller s'il y a des magazines. Voilà. Et sinon, le vert, il va dire, ok, il va rester, il ne va pas bouger. Et puis le bleu, il va être plutôt dans... Je vais attendre encore. Vous pouvez me dire, le temps chez le bleu aussi, il est important. J'attends depuis 15 minutes. J'attends depuis 20 minutes. Allez, je vais prendre un autre rendez-vous. On peut être dans ça. Donc, on est différents. Donc, il n'y a pas le meilleur. Il n'y a pas un bon. Je vais répondre parce que tout à l'heure, je viens de montrer le manager, chef de projet et l'expert technique. Et vous allez me dire quel est le meilleur par... Vous avez un problème par rapport à ça, c'est-à-dire? D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, parmi ces profils-là de personnalité? Et stable. D'accord. Donc vous cherchez bleu-vert. Vous cherchez le profil bleu-vert. Le meilleur profil pour vous, c'est bleu-vert. Oui. Oui. Je le garde comment? Ah oui. À travers, tout à l'heure, on a fait un petit exercice. Oui. L'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Je pose ces questions, moi, pour les entretiens. C'est une grille, carrément, pour passer les entretiens. Vous dites, moi, quelle couleur est la meilleure? Je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous cherchez? Vous m'avez dit, je cherche des personnes qui savent développer et qui restent, parce qu'ils partent. À ce moment-là, je réponds, le meilleur profil, c'est le bleu-vert. Ceux qui cherchent la stabilité et ceux qui sont dans le détail et qui aiment coder. Oui, c'est utilisé pour le recrutement, pour la gestion de carrière, pour le bilan de compétences. Il n'y a pas que ce profil. Franchement, le disque, pour moi, ça catégorise quand même les gens. Mais il y a d'autres tests aussi qu'on utilise. Il y a le test de raisonnement logique, il y a le test de personnalité, le test de 16 personnalités. Là, c'était conçu, c'est pour dire que c'est facile à présenter. Imaginons aujourd'hui que je vais vous présenter 16 personnalités. Moi, j'ai un test de 16 personnalités. Ça va être lourd, mais ça tourne autour de ces 4 profils.
confiance à cette personne pour le faire. On va y arriver. On va y arriver. C'est l'appartenance, c'est l'image de marque, c'est la motivation, c'est la personne qui est responsable. Il faut créer, quand on crée la responsabilité, on crée l'engagement et on crée la motivation, ben les résultats sont autres. Sont autres, les résultats. Vous attendez des résultats extrêmement extraordinaires. Et c'est aussi, ça fait partie de notre rapport. Ben, si vous souhaitez, je peux vous envoyer une enquête de satisfaction qui est anonyme pour savoir détecter quelle défaillance. Parce qu'on a 5 déterminants. Relation avec la hiérarchie, relation avec l'équipe. Je vais vous envoyer quand même le support. Il y a la relation avec la hiérarchie, perception du travail, relation avec l'équipe, ma carrière et le système de rémunération. La 5e. C'est les 5 déterminants fondés sur des théories qui sont scientifiques et approuvées. D'accord ? C'est 5 déterminants qui font que je reste ou que je quitte. Sauf une exception. Les exceptions n'en font pas la règle. Voilà. Donc on ne ferme pas la règle. Alors, tout à l'heure, quand on a commencé, j'ai posé la question pourquoi qu'est-ce qui peut m'attirer pour intégrer votre société ? Alors, secteur IT, ce qui est bien que pratiquement, ce qui m'attire, c'est l'aspect cognitif, c'est l'aspect utilitaire, win-win, tu gagnes, je gagne avec vous. Il y a aussi l'altruiste, il y a la motivation altruiste. Alors, quand on est dans une motivation individuelle, c'est que on travaille uniquement pour notre propre intérêt, unique. Pour moi, pour mon salaire, une personne qui a une motivation individuelle, elle ne peut pas être un manager, je suis désolée. Ça ne peut pas être un manager. Et il y a alors la motivation idéologique, genre je vous raconte un petit exemple pour vous faire comprendre. Alors j'ai participé à une mission à l'Astec pour le recrutement. Il y avait une personne, c'est pour le secteur IT, il y avait une personne, tout est parfait pour cette personne. Toutes les questions que j'ai posé toutes les questions possibles du monde. Il était parfaitement parfait ce type. Alors je lui ai posé une autre question, c'est justement pour cerner sa motivation. Alors je lui ai dit, monsieur, vous avez une barbe, c'est votre choix, d'accord ? Et si il y a la réglementation interne qui impose de raser votre barbe, cette personne, elle m'a insultée. Elle m'a dit, en quoi ça peut vous intéresser ? Moi, je veux garder cette barbe, et puis c'est le destin. Et vous êtes méchante, et vous êtes discriminative. Je lui ai dit, écoutez monsieur, moi je suis externe, d'accord, mais pour chaque société, il y a une réglementation interne. Et ça fait partie d'un code, comme le code vestimentaire ou autre. Et du coup, il m'a dit, si le destin, il a un peu abaissé la tension, la façon de parler, il m'a dit, si le destin peut m'accorder ça, donc je le prends. Et du coup, moi, je ne l'ai pas accepté parce que sa motivation est idéologique, donc il peut faire des catastrophes. Hein. Franchement. C'est comme les terroristes. Pourquoi ils sont dans ça, les terroristes ? Parce que leur motivation est uniquement idéologique. Ah oui. Alors, elle a quelles compétences ? Soft skills ou hard skills ? Qu'est-ce que vous donnez le plus d'importance ? Monsieur les génies. Je dirais, j'ai une passion pour l'informatique, franchement. Vous dites ? Vis-à-vis de mes collaborateurs, ou des personnes avec qui... Merci pour cette question. Vous avez précisé pour quel poste, pour pouvoir tout d'abord choisir. Est-ce que soft skills ou hard skills ? Est-ce que j'ai besoin d'un technicien qui coûte ou j'ai besoin d'un manager ? Oui. Donc si c'est un manager, qu'est-ce que vous allez dire ? Soft skills. Oui. Et qui devient, alors en recrutement pour les profils, je dirais surtout les profils cadres, c'est des soft skills qui prédominent sur la technicité. Hein. Et surtout les générations. Vous connaissez les générations, la différence ? Vous êtes la Z, on est encore au mode Z. Oui,
Alors, entre la génération X, Y et Z, il y a une différence, quel que soit par rapport à l'âge, quel que soit par rapport déjà au profil de personnalité. On est face à une génération, aujourd'hui, c'est une génération tactile, une génération qui parle derrière les écrans, une génération qui ose dire, une génération qui surestime ses compétences, une génération qui n'hésite pas à dire. Parce que c'est la génération, c'est notre génération d'aujourd'hui. Et du coup, donc voilà, c'est la Z. Alors entre la génération X, Y et Z, par exemple l'ancienne génération, quand on a besoin d'une information, on fait une inscription dans une bibliothèque et on attend parfois 10 à 15 jours pour pouvoir accéder à une information bien précise. Et puis ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Pour la génération Z, ils peuvent accéder à toute information rapidement. Et du coup, quand ils font du travail, ils ont besoin d'un retour immédiat. Ils ne vont pas patienter. Hein. C'est clair? Et l'agilité, aujourd'hui, elle est parfaite pour cette génération. La méthodologie agile, le retour à temps, l'accompagnement, la formation, le changement, ils sont dans ça. La génération, elle ose dire, entre une génération ancienne, quand mon manager m'appelle vers 20h, 21h, 22h, moi je réponds, je dis salut, est-ce que ça va? Alors aujourd'hui, si je fais ça pour cette génération, on me dit, mais ça va pas? Vous m'appelez à 7h, j'ai pas que toi dans ma vie, hein? Mais laissez-moi tranquille. Et s'il y a l'engagement et la responsabilité, tout peut changer. Ben oui, c'est la génération d'aujourd'hui. Alors moi j'enseigne également à la faculté. Alors chaque année, je fais un petit tour de table, même s'ils sont 200 ou 300. Et je consacre une séance pour que les gens parlent 2 heures, 3 heures, que les gens parlent. Alors, une des choses qui m'a attirée, alors elle me dit, votre façon est archaïque de nous faire, pour l'enseignement. Et du coup, je lui ai dit, alors comment je peux changer cette façon? On dit, on aime tout ce qui est réflexion, analyse. Ok, cool, je m'adapte à vous. La séance d'après, alors j'ai donné un exercice, j'ai mis sur le tableau données, résultats, interprétation. Tout le monde m'a dit c'est quoi la différence entre interprétation et résultat. J'ai dit vous avez demandé, messieurs et mesdames, vous avez demandé des exercices de réflexion. Alors il vous faut tout d'abord des notions de base pour pouvoir par la suite passer aux exercices de réflexion. Voilà, donc, mais la génération aujourd'hui, elle a besoin d'un accompagnement, elle a besoin d'un encadrement de proximité, elle a besoin d'un style managérial, même par la bienveillance. Hein. C'est la génération d'aujourd'hui, et je fais recruter dans ma société cette génération. C'est pas aussi facile. Alors, pour les attitudes, les styles d'apprentissage, le feedback et tout, alors, pour la partie, la génération X et Y, la génération X change les règles, la génération Y crée les règles, les Z, elles adaptent. C'est pas la génération qui s'adapte à ce qu'on a aujourd'hui, il y a aussi la génération alpha, donc c'est plutôt, c'est la génération qui fait adapter les gens. Donc il y a la relation plutôt inverse. Alors le site d'apprentissage entre facilitateurs indépendants collaboratifs, et là par la technologie. Et après tout par la technologie, de toute façon tout est bien, ils trouvent l'information facilement sur les réseaux sociaux et sur les sites. Il y a des sites même qui sont spécialisés par domaine d'études carrément. Alors pour le feedback, soit une fois par an, soit hebdomadaire, soit sur demande, ou la génération Z, c'est systématique et fréquent. C'est la génération. Et en tout cas, pour le secteur IT, ça ne pose pas de problème, comme les autres secteurs d'activité. Parce que la méthodologie agit de toute façon, qui fait que justement, il n'y a pas, c'est pas très significatif, c'est pas très saillant que dans d'autres domaines à part le secteur IT. C'est très saillant. Sinon, vision de changement, pour la génération Z, le changement est attendu, sinon il y a l'amélioration, l'opportunité, et la formation doit être constante et essentielle.
Ils pensent toujours à leur plan de carrière. Alors pour le recrutement, il y a toujours un préjugement. On va passer rapidement pour cette partie recrutement. Donc, excusez-moi. Le recruteur, il est tout puissant. Être recruté, c'est être jugé. Le recruteur, de toute façon, ne connaît rien de mon métier. Postuler une annonce, ça sert absolument à rien. Alors, tout se joue dans l'entretien. C'est des sortes de préjugés quand un candidat il se présente devant vous. Hein. Il a ça dans sa tête. Alors, et là, on va parler de comment rédiger une annonce. Alors, il y a l'image de marque, il y a la marque employeur, il y a la population cible, type d'annonce et les réseaux sociaux. Vous connaissez la différence entre image de marque et marque employeur? L'image de marque et la marque employeur. Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Oui. Oui, je donne le micro. Je m'adapte, ne vous inquiétez pas. L'image de marque, c'est plus la réputation de l'employeur, de la société. D'accord. Et la marque employeur? La marque employeur, c'est que, pour moi, enseigne non dans la société, qu'est-ce qu'on entend parler, positionnement. C'est plutôt ça. D'accord. Alors, on peut avoir une image de marque. On aura une image de marque. Et on travaille sur notre marque. Donc, on aura une image de marque, pas essentiellement par nous, mais par un effet de nous. On peut avoir une image de marque, j'ai un effet, une autre chose. D'accord. D'accord. Donc, l'image de marque, c'est pas vraiment nous. D'accord. Et la marque, vraiment qu'on travaille sur ce qu'on fait nous et ce qu'on essaie de donner, présenter aux autres. D'accord. Ouais. Qui a eu une autre intervention? Merci. L'image de marque, c'est l'image qu'on veut véhiculer. Et la marque employeur, c'est la perception de l'employeur dans la société. Merci. C'est exactement ça. C'est plutôt l'employeur, comment il peut percevoir le collaborateur. C'est plutôt le collaborateur, comment il peut percevoir son entreprise. Eh ben, l'image de marque, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a, les enseignes, la notoriété, sa place, tout ce qui est existant. Mais il y a de l'autre côté la marque employeur. Et qui est le garant de l'image de marque? C'est l'employeur. Parce que c'est lui qui circule l'information. Il y a des sociétés aujourd'hui où les cultures internes de l'entreprise sont nommées, les entreprises bien sûr. La culture interne, elle a changé, la culture d'entreprise, et du coup, le taux de départ et le turnover, il a fait un pic énorme. Et du coup, moi, je ne peux pas postuler dans ces sociétés où les gens qui ont resté 15 ans et 20 ans et qui sont épanouis pendant ce nombre d'années, tout ce nombre d'années, ça ne peut pas m'intéresser d'intégrer cette société. Et du coup, elle aura un impact sur son image de marque et un impact sur la productivité et le rendement, bien sûr. Tout est lié après tout. Bon, en tant que dominant, je peux vous dire non, on ne doit pas avoir ce luxe. Mais pour répondre en toute transparence, oui, surtout secteur IT. Oui. Oui, secteur IT. Généralement, bah oui, il y a l'employeur qui est en train, pas uniquement l'employeur, il y a les candidats. Aujourd'hui, on est, je vous dis aussi un peu l'avenir, hein, c'est vers le consulting. L'avenir vers le consulting. Même en dehors de l'IT. Aujourd'hui, même on passe un entretien, j'ai passé un entretien avec un profil débutant qui n'a pas d'expérience. Je lui ai demandé, c'est quoi vos prétentions salariales? C'est pas l'IT, hein.
C'est même pas l'IT. Elle m'a dit 1600. Je lui ai dit, vous n'avez pas d'expérience. Pourquoi vous avez demandé 1600? Elle m'a dit, non, j'ai passé un entretien pour un salaire de 2000. Et alors, est-ce que vous l'avez eu, ce salaire? Pourquoi vous n'avez pas avancé? Elle m'a dit, ben non, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas prête. Je lui ai dit, bon, 1600, vous ne trouvez pas que c'est trop pour un débutant? Elle m'a dit, et je lui ai dit, alors, est-ce que c'est négociable? Quand même, c'est trop. Après, elle m'a répondu, oui, 1000. Oui, je peux accepter à travers 1000 dinars. Ni le candidat ne sait pas négocier. Si j'étais à la place du candidat, je dis 1600 et je connais mon apport. Et encore, cette candidate, elle m'a dit une des questions, alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans une société? Sa réponse était, je n'aime pas être surexploité. Est-ce que vous recrutez une personne qui répond de cette façon? J'allais la recruter pour notre société. Impossible. Impossible. Et oui, et cette personne, quand même. Ouais. Merci pour ça, parce qu'il y a toujours une vision qui est partagée. Et il y a la vision d'entreprise qui est partagée par tout le monde. Et de notre côté, on est là pour renforcer et la maintenir, cette vision. Alors, pour rédiger une annonce en parlant de l'image de marque et de la marque employeur, donc annonce sur annonce AIDA. AIDA, c'est-à-dire il y a l'accroche. A, c'est l'accroche. I, c'est l'intérêt. D, c'est le désir. Et A, l'action, adhésion et accord. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, les annonces sont très des images, sont très light. Il n'y a pas trop d'informations pour ne pas nuire. Surtout la génération Z aujourd'hui qu'on est en train de cibler pour une lecture qui n'a pas... Pour cette génération, ça prend énormément d'énergie. Donc voilà, exemple d'annonce. Donc on va parler de l'établissement, de poste aussi, et de tout ce qui est, d'ailleurs il y a les adhésions pour les inscriptions au club et autres. Et voilà, la référence. Et il faut attirer aussi l'attention aux valeurs. Et aussi mentionner la zone géographique, parce que vous imaginez le nombre de CV que vous recevez. Plus on cible notre annonce, et plus on cible, voilà. Oui. Est-ce que le nombre de CV pour vous est suffisant? Est-ce que les candidatures sont pertinentes aujourd'hui quand vous faites des annonces? Est-ce que vous maîtrisez votre turnover? En IT, oui. Mais si on fait une recherche pour... D'accord. On peut maîtriser toujours le turnover. Peut-être ils ont une autorité aussi, une image de marque, une marque employeur qui fait qu'ils peuvent trouver facilement des profils. Mais je passe facilement, je dirais, ils peuvent trouver des profils qui correspondent à leurs besoins à temps. Puisque quand même, ils ont une image de marque et ils ont une marque employeur qui est assez élevée. Alors je reviens un tout petit peu par rapport à la motivation, pyramide de Maslow. Je suppose que majoritairement on a une idée sur ça. Alors, il y a les besoins les plus primaires de sécurité, physiologique, nourriture et tout. Après, il y a les besoins de sécurité, le logement, enfin je dirais pas logement, le besoin de sécurité financière et la santé. Oui, le besoin d'appartenance et d'affiliation, le besoin d'estime et le besoin de réalisation. Alors aujourd'hui, quand on parle des profils IT, ben, généralement, ils sont dans ces deux. Ils ne peuvent pas être dans ça. Vu aussi le système de rémunération, il est élevé par rapport à la moyenne pour les autres postes. Ben oui, ils sont dans ça. Ils ne sont pas dans le besoin. Le besoin physiologique, non. Ils peuvent être dans le besoin financier, le besoin pour les débutants. Mais, oui, pour les débutants, mais après 2 ans, on a dépassé 2 ans dans le secteur IT, c'est qu'on devient une autre personne. Bah oui. Ah oui.
Oui, ils sont submergés. Vous savez pourquoi ils font... En fait, pourquoi j'ai évoqué ça? Parce que tout le monde pratiquement il connaît ses motivations. J'ai évoqué ça simplement parce que pour dire, et tirer aussi une sonnette pour dire à eux, ils sont dans ce besoin. Arrêtez de les traiter comme s'ils ont besoin de sécurité, quoi que ce soit. Ils ne chantent pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner le salaire que la Est-ce que France- vous êtes sûr que c'est les salaires? Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Sur quelle base vous dites que... Je rejoins mon confrère. On est quasiment sûr aujourd'hui, oui. Parce que les gens, le premier argument qu'ils avancent, c'est que je vais travailler ici, oui, je peux savoir. Je vais sortir là-bas, au bout de 3 ans, je vais avoir ce que je peux pas. Alors, 2 ans, 3 ans à peu près, il peut tripler même son salaire. Quand on recrute quelqu'un qui a 3 ans d'expérience dans le secteur IT, son salaire, il peut atteindre quelqu'un ordinaire qui a passé 10 ans. Je parle en Tunisie, je ne sais pas, peut-être vous parlez en Algérie. En Tunisie, je parle plus précisément en fait de l'exemple de mon entreprise, Proximity. Aujourd'hui, on a des exemples, pas un, pas deux, pas trois, qui touchent vraiment des salaires très importants. D'ailleurs, si on le converte en euros, ça va vers le 1800-2000 euros net en Tunisie. Et quand même, ils décident de partir pour avoir en France 2300 et 2400 euros. Donc là, on pose la question. Pourquoi ils partent. Il y a plusieurs autres raisons que en fait le salaire. Il y a la situation du pays, il y a la notion de vivre en Europe, il y a tout ça quoi. On n'a pas qu'un exemple, hein, on a plusieurs exemples. On a des gens qui touchent vraiment ça. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la question de salaire. Il y a pas mal d'autres en fait. Exactement. Un niveau de vie, un style de vie. Un style de vie. Personnes IT, les gens partent majoritairement du salaire parce que l'inflation, ils ne peuvent plus vivre. En particulier les gens qui ont des familles. Et deuxièmement, ils te parlent de stabilité sociale pour les enfants, en particulier la santé et les études. Ce qu'ils cherchent, les 3 facteurs, à chaque fois qu'il y a un entretien de départ, c'est ce qu'ils viennent de vous dire. C'est vrai, mais Solliciter les entretiens de départ. C'est un indicateur déjà. Solliciter ça. c'est Faire une recherche de fonds, il faut l'accompagnement de fonds, il faut mettre en place une stratégie de retention du personnel. Il faut y penser sérieusement. C'est à travers la collaboration avec l'équipe. C'est si vous avez aussi un service RH, juste ramener après vos coordonnées. Je vais vous envoyer, commençons par une enquête de satisfaction qui est anonyme pour pouvoir détecter davantage les axes. Est-ce que c'est un phénomène social? Est-ce que c'est un phénomène
je dirais, liées uniquement à l'argent, on ne sait pas. Carrément, c'est pas vraiment lié à l'argent. Je suis certain, après presque 3 ans, le monde part pour avoir même moins de gains. C'est-à-dire, en Tunisie, ils gagnent plus et ils partent quand même. Aujourd'hui, elle commence à être une tradition. Les parents ont changé. Les parents, 6 ans ou 7 ans avant, ils n'encouragent pas les enfants pour partir. Si vraiment les parents ont un ingénieur en informatique, ils l'encouragent à rester ici près d'eux, etc. Mais aujourd'hui, dès qu'il a son diplôme, ils pensent avec eux pour qu'ils partent. C'est l'insécurité sociale et économique plutôt que l'insécurité salariale pour... Exactement. Tout à fait. Alors justement, pour répondre également à votre question, alors il y a les adeptes de théorie, c'est le courant des relations humaines. Donc il y a la théorie X, la théorie Y. Pour la théorie X, le travail est pénible, je n'aime pas travailler, je travaille que pour le salaire. Et pour la théorie Y, moi je suis quelqu'un qui est responsable, moi j'aime travailler, j'aime me réaliser, je suis dans ma réalisation. Et c'est pour cette raison que je dis que le secteur IT m'impressionne. Et je suis dans ça parce que généralement, on est dans la réalisation, l'accomplissement de soi. On n'est pas à la recherche de l'argent. Et vu la pénurie, de toute façon, ils sont les meilleurs payés. L'équipe MTI, l'équipe j'ai 2 ans, 3 ans, des sociétés où les tailles carrément les salaires pour les profils IT. L'équipe j'ai des ce salaire. C'est la pénurie du secteur IT. On n'est pas dans la même grille de salaire. Voilà, je peux dire, on n'est pas dans la même grille de salaire. C'est pas la même grille. Et d'ailleurs, le style managérial, il est très important. Est-ce qu'on est dans le management directif, persuasif, participatif ou délégatif? Est-ce qu'on est ici dans implication forte du manager qui ne laisse pas l'espace aux collaborateurs, à la réflexion, à la décision, à la responsabilité, ou on doit être dans la délégation et la participation? Où est-ce qu'on est? Donc juste, je pose ces questions. Donc là, il y a l'évaluateur. Retournons un peu, parce que tout est lié en recrutement. J'ai essayé de faire en sorte de tout donner avec le minimum. Et voilà, il y a la présence voilà, vous voyez l'image, c'est ça, l'évaluateur, sa posture, est-ce qu'il est dans le jugement ou pas, est-ce qu'il est empathique ou pas. Donc ça intervient aussi, même dans mon secteur IT, si l'évaluateur, il n'y a pas le feeling entre le candidat, je dis bien IT, et l'évaluateur, ben, il ne va pas continuer l'entretien carrément. Alors il y a la phase d'accueil, la présentation du candidat, présentation de l'entreprise. Ça travaille davantage votre image de marque, même si le candidat, il ne vous plaît pas, il ne vous attire pas, il n'a pas les compétences. Il faut prendre la peine quand même de parler de l'entreprise, de votre process en recrutement, combien ça va prendre du temps. Et si vous n'êtes pas dans la réponse automatique, vous répondez à tout candidat qui se présente. Si votre candidature sera retenue, on vous appelle on prendra contact avec vous dans un délai qui ne dépasse pas, par exemple, 1 semaine ou 15 jours. Au-delà, c'est que votre candidature n'a pas été maintenue pour ce poste et on la garde pour un autre poste. Il faut répondre. Ça travaille davantage la marque employeur. Et aujourd'hui, là où les collaborateurs, les candidats, ils circulent l'information très très rapide. Ils ont les réseaux sociaux. Ils parlent. Alors là, ils parlent en toute ouverture. Il n'y a pas le freinage. Il n'y a pas le freinage. Ils peuvent raconter, même sur LinkedIn. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps pour voir ça. Mais voir comment les candidats parlent des employeurs, des entretiens même. Il y a même des candidats qui enregistrent comment l'évaluateur il parle lors d'un entretien. Alors ça, c'est une grille, exemple de grille d'évaluation pour les entretiens. Alors nom, prénom, présentation, parcours professionnel. S'il y a test psychotechnique, point de force, point de vigilance. Et après, conclusion, il est maintenu ou pas. Alors, il y a les questions qu'on peut poser, les questions, la reformulation. Il y a aussi certaines techniques d'entonnoir ou la technique STAR. Bon, le type de questions ouvertes, fermées, etc. Je ne vais pas trop m'attarder par rapport à ce type de questions. Mais par contre,
Alors, nous, en tant que, je dirais, des experts en ressources humaines, donc on peut identifier les compétences techniques à travers l'identification des catégories professionnelles. Alors, si je suis junior, je suis là en train d'apprendre et j'ai besoin d'un encadrement. Si je suis confirmé, donc je suis capable de traiter les situations habituelles sans aucun problème, autonome. Si je suis senior, c'est que je suis capable de résoudre les situations inhabituelles. Et soit je suis un expert, donc j'encadre techniquement et j'ai ce niveau. Et après, je choisis entre l'expertise et le management. Je suis dirigée vers l'équipe et l'encadrement. Là, c'est vraiment, je dirais, c'est notre point fort dans la détection de niveau de compétences. Vous me dites aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui a un niveau expert, qui est expert en PHP Symfony. À travers cette catégorie, j'ai la maîtrise technique. On est en tant que RH là, j'ai la maîtrise technique, je peux vous dire, celui-là c'est un expert, senior, junior ou débutant, ou même manager. La méthode STAR, c'est une méthode très simple pour vous. Vous pouvez l'utiliser très très simple en recrutement. Elle est efficace, elle est rapide aussi. Alors STAR, c'est la situation, la tâche, l'action et le résultat. Vous pouvez lui poser une question, c'est quoi votre situation quand vous avez intégré dans une société, la situation de départ. Après, quel objectif, pour savoir si cette personne vraiment elle connaît ses objectifs ou pas, quelle responsabilité, et aussi les actions. Alors, quelles sont vos initiatives, qu'est-ce que vous avez fait et c'est quoi le résultat. C'est une question que vous pouvez poser, elle est très rapide, elle est soft, elle peut vous donner carrément même un indicateur par rapport au profil de personnalité de la personne. Si elle est orientée objectif ou pas, si elle est dans les détails ou pas. La façon de dire est un indicateur par rapport au profil de personnalité. Donc voilà. Et puis la technique d'entonnoir, commençons par des questions ouvertes, après des questions indirectes, après il y a la partie résumée et les questions fermées et après on attaque les questions directes. Donc c'est la technique d'entonnoir générale au particulier pour pouvoir cerner davantage le profil qu'on souhaite recruter. Il y a le non-verbal, la posture, le gestuel, le sourire, l'intonation de la voix, la tension. Et là, je vous présente quand même une petite approche de PNL. C'est par rapport au regard du candidat. Mais faites attention. Ben, si par exemple un candidat, il se présente avec cette façon, la posture, c'est un indicateur parmi les autres. S'il est comme ça peut être un profil vert. S'il est dans la respiration, la voix, le sourire, quand vous posez une question. Alors, il y a un sourire qui est pour attirer, parce qu'il est en train de nouer un relationnel. Il y a le sourire genre... Hein? Ouais. Exactement. Donc tout ça, c'est à prendre en considération, justement, parce que le secteur IT, on est tous centrés sur la productivité, on est centré sur le résultat, on est centré sur la technicité, on est centré sur tout ça, mais là, il y a la valeur humaine qu'il faut vraiment prendre en considération, et surtout le secteur IT. انا راني في ستاند راني نعمل دوره راه نقعد شويه نحكي معاه يقول لي انت شاسور دو تيت نقول له وي فما بوست بي. Pourtant, il est là pour un exposé, là, hein, pour vous dire. Bon, oui, je suis chasseur de tête. Oui. Mais là, qu'est-ce qui fait que une certaine résistance pour dire que non, je ne vais pas bien. Ils préfèrent ne rien dire pour changer. Et alors, pourquoi ne rien dire? Les sociétés, il est là, vraiment, ça marque employeur. Mais autant, les team building, la dépense, c'est des dépenses كبار في les team building يصيروا. Femme à partie bien sûr faire remboursement, d'autres non. Mais là, au team building, là, on essaie aussi, c'est une occasion pour faire sortir ce que les gens ont. C'est une occasion. Il faut introduire la cellule psychologique, il faut introduire un peu, je dirais pas psychologiquement parlant, mais il y a des déterminants, l'écoute. Chief Happiness, Google. Est-ce que vous pensez que Google fait des annonces pour recruter? Ben non. Hein. Je trouve l'expérience employeur, je trouve l'employeur comment il est en train de vivre.
Alors, Google, carrément, parce que quand il fait un stage, gratuitement, il me فرحان. وني stagiaire في الاي تي يخلص ياخذ عليه فلوس ياخذ البيريود دو ستاج وهو يتعلم مازال يتعلم ويلزمك تخلصوا. لا انا نحب نخدم عندكم. عملوا لي ريكونفيرسيون نخدم عندكم. وي. لازم يكون في البريزونسيel oui. À distance, vous voyez quand même la personne. Oui, mais je pense pas là. C'est un indicateur. Parmi les choses, il y a un entretien à distance. Il y a le niveau derrière, ou pyjama, je peux m'inventer ou me présenter. Il y a des nouveaux indicateurs pour les vidéoconférences. Parfois, il est en train de taper sur son téléphone comme si le téléphone n'est pas en fait visualisé sur la caméra, etc. Il y a pas mal d'autres indicateurs en vidéoconférence autres que la présentielle. Posez également la question au candidat, vous pouvez lui dire est-ce que vous avez l'habitude de passer des entretiens comme ça? Ça, c'est la génération Z. Avant, les sociétés, quand on recrute, alors quand un candidat, surtout dans le secteur étatique, un candidat se présente avec une casquette et des jeans déchirés, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Pour nous, c'est éliminatoire. Aujourd'hui, face à la génération Z, ben, carrément, ils sont en train de dire, vous êtes en train d'évaluer comment moi je porte. Ben, la question qu'on pose, on dit, alors il y a une réglementation interne ou quelque chose pareil, c'est pour dire au candidat, est-ce que vous êtes prêt pour ça? On ne doit pas pénaliser un comportement que la génération Z déjà n'a pas pensé. Il faut qu'on soit quand même souple avec eux. On ne doit pas être dans l'élimination totale. Tout à fait. Oui. Parce qu'il y a un bon encadrement. Parce qu'il y a un bon encadrement et une présence derrière aussi. Il y a des enfants qui ne peuvent... Bah oui, vous, la maman, c'est pareil. Hein, il y a quand même un bon encadrement. Donc oui. Mais on parle d'une généralité, on ne parle pas des exceptions. Ce sont exceptionnels. Aujourd'hui, les enfants, ils sont un peu difficiles par rapport à d'autres générations. Selon votre approche, c'est pareil les deux. Mais je sollicite les deux en même temps pour éviter de faire à chaque fois aller-retour 1 pour le candidat, 2 vous êtes complémentaires parce que parfois vous pouvez poser une question et l'RH il pose la même question. Donc s'il y a les deux, ça sera mieux, à mon sens. Mais quand même, oui, moi je sollicite les deux. Je sollicite les deux parce que c'est complémentaire pour moi. Je sollicite les deux, franchement. Mais si vous dites, bon, faites la première sélection téléphonique ou la première sélection sur CV, bien sûr, vous ne perdez pas votre temps pour le faire. Votre temps, quand même, est précieux. C'est le travail des RH. Ne vous épuisez pas pour faire ça. Donc, ils font la première sélection. Ils peuvent valider avec vous. Ils choisissent une short list. Et vous verrouillez, cette personne je vois ou cette personne je ne vois pas. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps. Alors, pour l'approche PNL, c'est-à-dire bah oui, s'il le souhaite, bien sûr, c'est mon travail. Bah, je le fais pour l'Algérie, Tunisien pour l'Algérie. Algérie pour l'Algérie. Bah oui, on peut faire la chasse directement sur... Bah là, c'est un détail. De toute façon, puisqu'on a une année sur le marché, je vous assure et je vous rassure que nos tarifs sont très, très, très réduits.
Nos tarifs sont très concurrentiels. Hein? J'ai pas compris, mais vous dites tarif. Hein? Ah, je profite. Oh le rouge. Oh le rouge. Oh. Encore plus. Rouge utilitaire. Alors si on est dans des... Faites attention à ça, c'est un peu délicat, mais c'est un indicateur. Alors généralement, si on fait des clics à chaque fois à gauche, on est en train de faire appel à un souvenir. Si je vous dis quand est-ce que vous avez obtenu votre diplôme, bah, vous allez faire un clic gauche. Mais si vous êtes dans là, je vais inventer, ça va créer une émotion et ça va stimuler la partie droite du cerveau. Je peux imaginer un scénario, et donc je vais être toujours dans l'imagination. Donc ça peut être un manque de crédibilité. Faites attention parce qu'il y a des gens qui ont donc je dis toujours faites attention. Il fait à droite. Il fait appel à l'hémisphère droit à travers ces clins d'œil. Donc c'est... Non, l'émotion, stress qui lui fait que... Oui, j'ai dit, il faut faire attention. Ouais. Ouais. Oui. Faites attention aussi aux manipulateurs. Il y a des manipulateurs. Les entretiens. Alors, la façon de faire face au stress, alors il y a des gens qui sont dans l'évitement. On peut poser une question directe. Vous faites quoi face à une situation stressante? Mais par contre, on ne met pas un candidat dans une situation stressante. C'est contre la déontologiquement, non. On voit s'il est dans l'évitement, s'il est dans le détour ou s'il peut faire face. Il y a les billets en recrutement. Alors, l'effet de halo, évalué en fonction de celui qui est passé juste avant. L'effet cobaye, juste on est en train d'observer. La projection, c'est le fait de partager la même passion avec le candidat qui peut nous attirer aussi en recrutement. Effet de primauté, c'est la première impression, faites attention à la première impression. Et la discrimination, donc l'appartenance religieuse et la politique. On fait attention à ça parce que ce sont des biais d'entretien qui peuvent biaiser le résultat après et la sélection du profil adéquat. Aussi, l'erreur fondamentale, alors essayer d'expliquer le comportement du candidat selon un contexte bien déterminé. On va trouver une raison pour ce candidat. On essaye de trouver une raison pour le candidat. Parce que quand même, on est des êtres humains aussi, qui évaluent des êtres humains. On a notre part de subjectivité. Le recruteur, il est attentif par rapport à ce que le candidat a réalisé. Il analyse les comportements à travers les situations proches ou les postes que le candidat a occupés, utilise des critères multiples à partir des entretiens, tests ou autres. Reconnaît qu'il y a différentes manières de réussir la même chose et aussi c'est qu'une fonction contribue à former celui qui l'occupe, c'est que aussi la façon dont une personne est managée joue un rôle essentiel dans la progression. Et merci à vous. Merci pour votre confiance. Merci. Alors, j'ai dépassé un peu le temps, mais tout est important pour moi, tout est lié. Oui, il y a